Chers voyageurs, prochain arrêt, la gare de Braine-l'Alleud. Dans les années 30, un débat fait rage à l'Académie française. La moissonneuse-batteuse doit-elle être féminine ou masculine ? Conclusion des académiciens, plus passive que le tracteur, la moissonneuse-batteuse est assurément féminine. La langue est le reflet de nos projections sociales, et penser une langue, c'est toujours éclairer un certain rapport au monde. De la même façon que les inégalités sociales et les rapports de force transparaissent dans la manière dont nous utilisons le langage, c'est aussi dans le langage que peuvent se construire de nouvelles formes de solidarité. C'est justement l'un des objets d'étude de Coraline Jortet, l'invitée de ce 10e épisode de Langue à Langue. Coraline est chercheuse au CNRS et traductrice du chinois. À travers ses recherches, elle explore l'histoire culturelle et politique de l'Asie sinophone au prisme des pratiques linguistiques. Je suis allée la rencontrer chez elle, à Braine-l'Alleud, à une vingtaine de kilomètres au sud de Bruxelles. Coraline m'a servi une tasse bien fumante de pu'er, un thé fermenté de la région du Yunnan, et on a passé 3 heures passionnantes à discuter. En vrac, on a parlé des réformes linguistiques en Chine au XXe siècle, de la place de la traduction dans le projet national chinois, du sexisme intrinsèque aux langues et des initiatives contemporaines pour faire évoluer les représentations de genre dans la langue chinoise. On a parlé aussi de l'écriture en caractères, des dangers de l'exotisation des langues et de la poésie hongkongaise. Dans cet épisode, j'espère vous transmettre un peu de la finesse avec laquelle Coraline a su clarifier ces sujets complexes. J'espère aussi vous donner envie de remettre en question certains de nos a priori sur les langues et les cultures et faire que désormais, on ne vous parle plus chinois lorsqu'on vous parlera du chinois. Je suis Margot Grillier et vous écoutez Langue à Langue, épisode 10, Poésie, jeux d'enfants et militantisme chinois avec Coraline Jortet. Langue à Langue. 语言对语言. Bonjour. Bienvenue. Eh ben, là, on se trouve dans mon bureau. C'est une pièce haute de plafond avec un sol en bois. Et alors, la petite spécificité, c'est que le tapis qui est là, on est tous les deux avec mon compagnon très, très allergiques aux acariens. Donc, c'est pas un vrai tapis, c'est un tapis de yoga géant. Ce qui me permet, sur mes pauses de traduction, de bouger, de faire bouger le corps. C'est toujours précieux. Et donc, c'est une pièce que j'aime beaucoup. On a emménagé ici récemment parce qu'il y a surtout tous mes livres qui sont pour le moment dans un désordre complet à la suite du déménagement. Parce que ça fait 6 mois que je voudrais les classer, mais j'ai pas encore eu le temps. Donc il y a du français, du chinois, de l'anglais, du japonais, un peu partout, sans queue ni tête. Ça fera partie d'une phase prochaine de l'emménagement. Work in progress, comme on dit. Quand on parle du chinois, on entend généralement le mandarin. En fait, ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que la Chine concentre une grande diversité linguistique et de nombreux dialectes dérivés de la langue chinoise, dont le mandarin. Si on parle de chinois pour désigner le mandarin, c'est parce que c'est aussi la langue officielle de la Chine depuis 1956. On parle donc de chinois comme on parle de français pour la France, pour désigner la langue d'un État-nation. Le chinois comme langue nationale de la Chine, c'est quelque chose qui n'est pas du tout évident jusque quasiment au milieu du XXe siècle, parce que quand
la première république de Chine est fondée en 1912, se pose la question en fait tout de suite de quelle langue de toutes les langues parlées sur le territoire national de la Nouvelle République doit devenir la langue nationale. Et on se demande brièvement, est-ce que ça va être le mandarin? Si oui, lequel? Parce qu'il y a différentes variétés, enfin complètement intercompréhensibles, mais avec des différences malgré tout. Puis il y a évidemment dans le sud le cantonais, le hakka, différentes langues, le mongol dans le nord, etc. Alors c'est pas des langues typiquement le mandchou, le mongol du tout, qui étaient en contestation pour devenir langue nationale à ce moment-là, mais les réformateurs de la langue se sont demandé, mais tiens, quelle langue, comment est-ce qu'on fait langue nationale finalement? Et une première version qui avait été suggérée aux alentours de 1913, c'est de se dire, on va ajouter au mandarin, faire une espèce de mandarin de compromis qui aurait des caractéristiques phonologiques de différentes variétés régionales et de différents dialectes, avec on saupoudre un petit peu de différents dialectes du Sud. Et puis on s'est rendu compte très vite que faire une langue nationale qui était la langue maternelle de personne, ça allait pas marcher, ne serait-ce que parce qu'il fallait des profs. Cette idée du chinois, qui est comme langue nationale de la Chine, oui, en français, ça se dit tout à fait, mais en fait, ça correspond à un choix qui a été fait dans les premières années de la République de Chine en 1912, du mandarin du nord, celui de la région de Pékin, qui se fige à la fin des années 20, au début des années 30. Coraline a grandi en Belgique, dans une petite ville de 10 000 habitants, au milieu des champs de blé et de betteraves. Rien ne la prédisposait à apprendre le chinois, si ce n'est son désir d'ailleurs et de découverte. À l'âge de 15 ans, elle s'inscrit à un cours du soir à l'université de Liège. Elle tombe amoureuse de la langue et de ses sonorités. Elle m'explique que, contrairement aux idées reçues, le chinois n'est pas plus difficile à apprendre qu'une autre langue. Le chinois, c'est une langue tonale, c'est-à-dire que chaque syllabe, par exemple, là, c'est l'exemple très très classique, c'est la syllabe ma, M-A, peut se prononcer en fait de 5 manières différentes selon le ton qu'on y met. Ma, 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 ma. Et ça veut dire 5 choses différentes. Et ça, quand on n'a pas l'oreille qui est faite à ça comme francophone, parce que le français a très peu ça, on se dit, oh là là, c'est terrible, on va jamais y arriver. Et c'est très déroutant. Mais à l'inverse, là où en français, on peut se prendre la tête avec l'imparfait du subjonctif et mettre des années à savoir comment conjuguer, les participes passés des formes réflexives. Les reines se sont succédées. Comment accorde-t-on le participe passé succédé? Question d'examen. Mais en chinois, typiquement, il n'y a pas de conjugaison. Ouais. Et donc là, tout d'un coup, le verbe nager, au présent, c'est yoyong. Au futur, c'est yoyong. Et au passé, c'est yoyong. Alors, il y a des formes pour marquer l'aspect accompli, par exemple, mais c'est pas des conjugaisons, c'est une forme toujours la même. Oui, donc on déplace les difficultés sur d'autres aspects. C'est ça. Après des études de traduction, Coraline effectue un doctorat en études chinoises à l'Université libre de Bruxelles. Elle est aujourd'hui chercheuse au CNRS, spécialiste des croisements entre littérature, traduction et militantisme dans la première moitié du XXe siècle en Chine et plus largement dans l'espace sinophone. Elle étudie par exemple la manière dont les militantes féministes mobilisent la littérature ou la langue comme objet féministe à cette époque-là. On retrouve à l'époque en Chine des débats qu'on a aujourd'hui en France, pour d'autres raisons, typiquement la question du genre et des pronoms. Il faut savoir que jusqu'en 1919, il n'y a pas d'équivalent traductif de il ou elle en chinois. Et
À une époque où on traduit énormément, parce que suite aux défaites de l'Empire Qing lors des guerres de l'opium, va se poser en fait un espèce de réveil national de pourquoi y a-t-il ce retard vis-à-vis des puissances occidentales et qu'est-ce qu'on peut faire pour y répondre. Et cette réponse-là, elle va être scientifique, elle va être militaire, elle va être dans plein de domaines de connaissances, et elle va être aussi une réponse de traduction. C'est-à-dire, pour rattraper ce retard, vont se dire les élites lettrées de la fin de l'Empire, il faut traduire pour absorber ce qu'on peut, et en faisant notre tri finalement des connaissances de l'Occident. Et dans ce contexte-là, les catégories grammaticales qui n'existaient pas vont poser problème, parce que si vous traduisez un auteur moderniste où c'est tout le temps il lève les yeux, elle le regarde, elle soupire, il cela, et qu'il n'y a pas de pronom de troisième personne, il et elle, ça pose problème. Et donc dans ce cadre-là, à ce moment-là, la fin des années 1910, on invente un nouveau caractère pour marquer le elle. Et ce qui est intéressant, c'est que tout de suite, ça pose plein de questions hyper contemporaines qu'on se pose aujourd'hui en France et ailleurs. Typiquement, si tout d'un coup, on dit « il » et on dit « elle » pour les hommes et les femmes, que fait-on des eunuques du palais impérial ? Et quel pronom on emploie pour parler des eunuques du palais impérial ? Alors ça paraît bête, mais c'est des choses qui ont fait couler des colonnes et des colonnes d'encre dans la presse périodique de l'époque. Il y a des tas de personnes qui vont dire, notamment les anarchistes, mais tiens, pourquoi alors juste il et elle, et pourquoi pas un masculin, un féminin, un commun et un neutre ? C'est-à-dire un masculin, un féminin, un neutre pour les objets, un peu sur le modèle anglais, mais aussi un commun, soit pour les groupes d'hommes et de femmes, parce qu'il n'y a pas de raison que le masculin l'emporte sur le féminin, ou un commun pour tous les cas où soit la personne n'a pas de genre déterminé, soit elle n'a pas envie de le dire, on ne sait pas, ce genre de choses. Et donc c'est des débats qui, pendant à peu près 50 ans, vont vont s'enflammer à intervalles réguliers. Donc c'est intéressant de voir via la traduction comment la traduction pose des questions à l'époque, en 1910, en 1920, qui sont à bien des égards transposées dans les termes de l'époque, les questions qui se posent aujourd'hui sur le genre et la langue. C'est intéressant. Mais alors, ce qui me marque aussi, c'est qu'on a introduit un pronom « elle », équivalent. Mm-hmm. Mais donc, dans ce cas-là, est-ce que ça ne veut pas dire qu'on est un peu parti du principe que tout était masculin et que complètement. Ce qui manquait... Complètement. Et c'est ce que vont dire les féministes de l'époque, d'autant plus qu'en fait, le pronom standard de troisième personne avant pour dire « il » et « elle », c'était un pronom qui avait la clé de l'être humain. Mais pas de l'homme, de l'être humain. Et c'était le pronom de troisième personne. Les clés, ce sont les composantes graphiques des caractères dits chinois. Ces caractères, il faudrait d'ailleurs plutôt les appeler des sinogrammes, parce qu'on ne les emploie pas uniquement en Chine, mais aussi à Taïwan ou au Japon, par exemple. La plupart de ces sinogrammes sont composés de 2 clés, l'une liée au sens et l'autre liée à la prononciation. Sur cette base-là, on crée ce nouveau pronom « elle », où on remplace cette clé de l'être humain par la femme, par la clé de la femme. Et on crée un troisième pronom, le neutre, l'équivalent du « it » de l'anglais, où on remplace la clé de l'être humain par la clé de la bête, de l'animal. Et là, les féministes vont dire, à l'époque, et d'ailleurs ça va faire des colonnes et des colonnes dans la presse, d'accord, mais si les animaux ont la clé de la vache et les femmes ont la clé de la femme, le fait d'être un être humain est-il l'apanage de l'homme seul ? Et ça va créer des dissensions. Enfin, il y a eu des manifestations en 1924, il y a eu des groupements de féministes de Tianjin qui ont fait des sit-ins devant le Congrès national pour la promotion de l'éducation nationale. Pour ça, je veux dire, ça a été un sujet politique et un sujet social déjà à l'époque. Donc, ce document-là, en fait, c'est un exemple que j'adore et qui montre bien, en fait, comment les débats qu'on a aujourd'hui autour du sexisme en langue sont pas des débats uniquement d'aujourd'hui. Donc, c'est une lettre ouverte qui date de 1952
d'une institutrice du Heilongjiang, donc ce qui est une région du nord-est, de l'extrême nord-est de la Chine, qui en fait écrit juste avant la simplification de l'écriture au comité national qui est en charge de la simplification de l'écriture et qui établit en fait avec sa classe une liste de caractères qu'elle trouve gênants et inappropriés pour la Nouvelle République populaire d'enseigner aux enfants parce qu'ils sont sexistes, et propose et élabore en fait avec ses élèves une série de graphies alternatives qui résolvent le problème. Alors il y a celui-là qui est mon exemple préféré sans doute, qui a fait énormément de débats dans les années 30, 40, 50, qui est le caractère pour dire viol, qui est 3 fois la clé de la femme. Donc, femme. Femme. Égale viol. Elle le remplace en fait avec sa classe par un caractère avec la clé de l'être humain et un caractère qui veut dire faire subir, enfin une clé qui veut dire faire subir, en disant mais c'est quelque chose qui peut arriver à tout le monde, donc c'est une manière de l'écrire qui serait beaucoup plus logique, et elle déroule comme ça une série d'autres caractères. C'est un exemple que je trouve très intéressant parce que ça aussi, ça contrecarre un peu l'idée parfois qu'on a que les réformes linguistiques ne viennent que d'en haut et n'auraient de légitimité en venant que d'en haut, et de montrer que voilà, même en 1952, dans un contexte politique qui est quand même tendu et particulier comme celui de la Nouvelle République populaire de Chine, il y a des initiatives de ce type-là qui ont été débattues. Il n'y a pas plus de sexisme intrinsèque à la langue chinoise qu'il y a de sexisme intrinsèque à aucune autre langue de par le monde. C'est une critique qui a longtemps été faite à la langue chinoise, notamment de la part des missionnaires à la fin du 19e siècle, qui voyaient dans cette question du sexisme dans les caractères une raison de plus de faire du chinois une langue inférieure aux langues occidentales. Et bien sûr, dans cette mesure-là, absolument pas. Non. Maintenant, il y a du sexisme intrinsèque à toutes les langues, entre guillemets, parce que les sociétés dans lesquelles ces langues sont pratiquées sont des sociétés patriarcales, et que la langue est un reflet, en fait, des pratiques sociales et des pratiques de domination et de la manière dont le pouvoir s'exerce en société. Et donc, dans cette mesure-là, oui, mais de la même manière que ça peut se matérialiser en français sous d'autres formes. Bien sûr, l'inclusivité de la langue est toujours un sujet aujourd'hui. Coraline m'a d'ailleurs cité un exemple passionnant à cet égard. Depuis une quinzaine d'années, un nouveau pronom non genré a fait son apparition en Chine, sur Internet et dans les milieux militants. Donc, suite à cette invention du pronom féminin en 1919, dans les deux cas, le pronom masculin comme féminin, aujourd'hui encore, s'ils s'écrivent différemment en caractères, en sinogramme, se prononce dans les deux cas ta. C'est la même prononciation. C'est d'ailleurs un des ressorts, je ne sais pas si vous avez vu le film Everything Everywhere All at Once, qui a fait un tabac à Hollywood il y a quelques années. C'est un des ressorts comiques du film, c'est-à-dire que dans le film, donc c'est l'histoire d'une famille immigrée chinoise qui vit aux États-Unis, et donc la mère travaille dans en français de Belgique, on dit une wasserette, donc c'est un pressing, et a une fille adolescente qui est en couple avec une autre fille. Et la mère accepte mal leur relation et va essayer de parler de la copine de sa fille en disant oui, mais de toute façon, je sais pas, c'est il ou elle, parce que de toute façon, c'est un tomboy, et puis, de toute façon, en mandarin, c'est ta, c'est pareil, ça n'a aucun sens. Et donc, il y a un ressort comique qui se joue là-dessus, et donc, le il ou le elle en mandarin aujourd'hui, c'est le même mot, alors c'est ta. Mais à l'écrit, ça s'écrit différemment. Et donc, il y a des auteurs qui remobilisent ça en
écrivant des poèmes. Et bien justement, Huanggang, que je suis en train de traduire, alors c'est pas dans ce recueil-là, mais je vais vous le prendre, le Roi Yuquar. Elle a sorti un poème justement, dont là il y a juste un extrait qui s'appelle Roi Yuquar, donc littéralement cuir sinophone. Et il y a tout ce jeu, en fait. Là, je l'avais traduit en anglais dans le cadre d'un colloque qui se tenait en Angleterre, mais où le poème, justement, parle de ça et en fait décompose ici en caractères. Donc c'est suis-je ren ye. Donc ça, c'est le pronom avec l'être humain plus la clé phonétique. Suis-je nuye, nuye, c'est ta au féminin. X. Et en fait, le poème remplace en disant, mais ça peut être aussi, si c'est la clé de l'humain, si c'est la clé de la femme, ça peut être aussi, point d'interrogation, on remplace par un X, ou alors suis-je ta, ta, pour, dépasser ces questions-là. Et en fait, c'est un poème qui démonte les caractères qui ont trait au genre petit à petit, et puis alors qui passe une partie de ces mots-là en écriture alphabétique. Tous les pronoms de troisième personne se prononcent en « ta ». L'idée est donc de créer un nouveau pronom dans lequel la clé variable de l'être humain, de la femme ou de l'animal est remplacée par la transcription « ta » en alphabet latin. Grâce à cette graphie, le pronom reste indifférenciable des autres à l'oreille, sans exprimer de genre. Avec de telles innovations linguistiques, il y aurait de quoi être optimiste sur l'évolution de la langue vers plus d'inclusivité. Et pourtant, en réalité, ces initiatives peinent à dépasser les milieux militants, notamment du fait de la complexité en chinois d'encoder de nouveaux caractères. En français, on a les 26 lettres de l'alphabet, on tape au clavier avec ça et tout va bien. Et si on doit créer un nouveau mot, on le crée à partir des 26 lettres. Mais en chinois, si on veut modifier un caractère, surtout dans nos sociétés contemporaines qui sont des sociétés numériques, il faut qu'on puisse l'écrire, il faut qu'il puisse s'envoyer par WhatsApp, par WeChat, qui est le WhatsApp en Chine, par Line, qui est le WhatsApp taïwanais et japonais. Il faut que ça puisse s'écrire. Et pour ça, il faut que ça puisse être encodé en Unicode. Unicode, c'est le protocole qui permet de standardiser le codage informatique des textes écrits, quelle que soit la langue et le système d'écriture. C'est une vraie question, notamment sur la question de l'écriture et du genre, parce que tous les pronoms là sur lesquels joue Huanggang dans ce recueil de poésie, ou des tas d'autres caractères qui sont créés par les communautés LGBTQ+ à Taïwan et ailleurs, c'est pas forcément des caractères qui existent au sens encodage du terme. Et c'est un travail que j'avais fait, notamment qui va enfin arriver à terme en 2025. On l'avait commencé en 2020 avec le Comité international Unicode. C'est que j'avais documenté pour ajout en Unicode des pronoms alternatifs et des caractères genrés non standards qui avaient été largement utilisés dans les années 20-30 pour qu'ils puissent... alors ça passe par des normes ISO et par des commissions qui se réunissent. Enfin, ça met 5 ans, c'est un processus de 5 ans pour que ce soit ajouté à Unicode et puis que ça puisse se taper à l'ordinateur. Ça paraît tout bête. Concrètement, je vous montre tout de suite la manière dont ça marche. En fait, taper au clavier, que ce soit d'ailleurs sur un smartphone ou un ordinateur en chinois, on tape en pinyin. Donc c'est l'écriture du chinois mandarin en lettres et avec un marquage des tons qui est cette forme d'accent que vous avez là au-dessus des lettres. Et donc, pour revenir à mon exemple de tout à l'heure sur le fait que la syllabe ma peut se prononcer de 5 manières différentes, ma. Si je tape ma, on a le cheval, la particule alors l'emoji cheval, parce qu'on tape aussi des emojis comme ça, la particule interrogative qui se prononce ma, le ma qui veut dire maman, l'emoji de maman, le ma qui veut dire pimenté, le ma qui veut dire injurier, etc. Et ça, c'est le ma de Marie, du prénom Marie. Mais il y en a toute une série. Ah oui. Je veux dire, si on déploie, on est sur un système prédictif informatique qui va d'abord proposer les caractères les plus courants. Mais voilà, la syllabe MA correspond à tous ces caractères-là. Mais de la même manière, si le caractère n'existe pas, entre guillemets, dans Unicode parce qu'il
fait pas partie des normes informatiques, on peut pas le taper à l'ordinateur. Et donc ça pose question justement pour cette question de néologie. Qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là, notamment pour les locuteurs et les locutrices qui inventent des termes non binaires nouveaux. Ouais, c'est passionnant. En recherche comme en traduction, parler de la Chine, c'est souvent prendre le risque d'exotiser la langue chinoise. Il y a souvent en France une espèce d'a priori de la langue chinoise comme l'autre absolu et comme cet éternel Orient qui est la différence de nous par essence et qui est quelque chose, je pense, d'assez dangereux, en fait, de vouloir ne voir dans la Chine que cette espèce de miroir de nous-mêmes qui est le marquage de l'espace de la différence. Ouais. Alors qu'en fait, il y a des tas de choses qui fonctionnent comme en français, qui sont juste posées autrement et qui permettent, moi, ce que je préfère faire, c'est de servir de toutes ces petits jeux-là pour se reposer la question de notre langue, de comment elle fonctionne, mais surtout pas dans une espèce d'exoticisation qui est dangereuse, je pense. Ouais. Moi, j'aime bien poser la question, en général, à l'envers, qui est un peu théorique et abstraite, mais que je trouve pas inintéressante, de finalement, qu'est-ce qu'une langue et pourquoi on conçoit les langues, souvent aujourd'hui, et surtout depuis le 19e siècle, comme des ensembles clos qui seraient bien délimités. C'est-à-dire qu'il y aurait le français comme un tout bien circonscrit, alors qui n'est pas forcément, bien sûr, parlé qu'en France, qui est parlé dans des tas de pays francophones, soit parce qu'ils sont voisins de la France, soit parce que l'histoire de la colonisation fait que les personnes de ces pays ont appris le français. Mais on a l'impression, quand on parle du français, que le français, c'est une entité, et qu'elle a un début, et qu'elle a une fin, et qu'elle a des frontières bien définies. Et que le chinois, ce serait aussi une entité bien définie. Et or... Et a fortiori, quand on est traducteur, on se retrouve à vouloir passer de langue à langue avec ce présupposé que c'est des ensembles concrets et circonscrits, là où il y a des tas de situations. Ici en Belgique, on a un petit peu l'habitude où on peut avoir des conversations où on ne sait pas très bien si c'est encore complètement du français, si c'est du français matiné de bruxellaire ou du bruxellaire matiné de français, ou en fait, qui décide dans bien des situations, et en particulier dans les régions frontalières, je pense à la région frontalière franco-italienne, où se termine le français, où commence l'italien. En fait, c'est pas toujours complètement clair non plus. Et parfois, ce qui est frustrant en tant que traducteur francophone qui a grandi dans un français qui n'est pas le français standard de France, c'est qu'on se retrouve avec, alors c'est un exemple que j'aime beaucoup, avec des mots de français de Belgique qui sont parfois complètement parfaits comme traduction d'un terme en chinois, mais qu'on ne peut pas ou qu'on peut difficilement intégrer à une traduction, ou en tout cas convaincre un éditeur que c'est un choix de traduction valable, parce que ça n'existe pas en français standard d'Île-de-France. Alors mon exemple préféré, c'est l'adjectif chinois men, qui veut dire chaud, lourd, humide, en parlant du temps qu'il fait dans une. Enfin, si vous êtes déjà allé en Asie subtropicale, vous avez une idée de cette espèce de chaleur touffue qui vous colle à la peau comme ça, qui est un espèce d'enfermement. Et ben en français de Belgique, et surtout dans la région de Bruxelles, on a une expression parfaite pour ça, c'est douf. C'est un adjectif en 4 lettres, D-O-U-F. En plus, ça marche bien, c'est une seule syllabe. Men, douf. C'est génial. Mais ça n'existe pas. Et cette tension-là, elle est compliquée à résoudre quand on est traducteur, qu'on traduit pour des éditeurs parisiens et qu'on n'est pas parisien soi-même. Comme dans tous les épisodes de Langue à Langue, j'ai demandé à Coraline de choisir un texte et de me le lire, en VO puis en VF,
pour vous inciter l'espace d'un instant à tendre l'oreille à des sonorités qui vous sont étrangères avant de plonger au cœur des enjeux de traduction. Le texte que Coraline a choisi est un poème de Sissi, une grande dame de la littérature hongkongaise décédée récemment, en 2022. C'est une autrice pratiquement inconnue en France, alors qu'elle a reçu plusieurs grands prix aux États-Unis, pour sa poésie notamment. Ce qui est très caractéristique de Sissi, c'est que c'est toujours des textes, en poésie ou en prose d'ailleurs, dans sa prose aussi, qui paraissent extrêmement simples et enfantins. Et puis on se rend compte, en fait, en la lisant, qu'elle décale des choses et qu'elle pose de manière en fait assez frontale des questions politiques et sociales, mais par le regard de l'enfance et par la naïveté. Et il y a quelque chose de très puissant là-dedans. Et en plus, moi, j'ai toujours trouvé ces textes très, très beaux. L'enfance est un thème récurrent dans l'œuvre de Sissi. D'ailleurs, son nom de plume, Sissi, a une signification bien particulière. Littéralement, caractère par caractère, c'est 2 fois le caractère qui veut dire ouest, comme les points cardinaux. Mais en fait, c'est un caractère qu'elle a choisi en tant que poète pour sa dimension graphique, parce que pour elle, il représente une petite fille, si on le prend vraiment au sens complètement littéral du terme, comme un pictogramme, exceptionnellement comme un pictogramme, une petite fille qui joue à la marelle. En fait, c'est que si on prend la forme, je sais pas si je l'ai là, on peut le lire, ça, cette forme-là, et c'est ce que ça représentait pour elle. Et donc, on en revient à ce côté imagé et naïf de l'enfant. Voilà. Le poème que vous allez entendre s'intitule « Dis, ça se dit ?» Coraline l'a traduit en 2022 pour un hors-série de la revue Gentayou, consacrée à la littérature hongkongaise contemporaine. Comme d'habitude, vous pouvez le retrouver sur le site langalang.com. N'hésitez pas à vous y rendre dès maintenant pour l'avoir sous les yeux pendant que Coraline le lit, puis pendant qu'elle le commente. Ce poème, il a été écrit en caractères dans un registre de langue écrite qui s'appelle le Shumyingyu, qui a la particularité d'être lisible aussi bien en mandarin qu'en cantonais. Finalement, l'écriture chinoise a servi pendant des siècles de scripta franca, comme le latin a pu servir de lingua franca à travers l'Europe. C'est-à-dire que même finalement dans l'Empire Qing, ou même aujourd'hui encore, j'ai vu ça se faire sur des chantiers de construction. Quand je vivais en Chine, où on aurait par exemple des travailleurs qui viennent du nord-est, et puis des travailleurs qui viennent de régions qui parlent pas mandarin, ou qui parlent mandarin avec un très très fort accent différent, c'est que si les gens ne se comprennent pas, un des réflexes, c'est de tracer les caractères, par exemple dans la main. Et il y a, même si c'est des langues différentes, comme le chinois ou le japonais, ou comme à l'époque où le coréen s'écrivait encore avec des caractères, ce qui s'appelle une sphère logographique, en fait, où les locuteurs parlaient des langues différentes, mais les caractères permettaient un degré d'intercompréhension. Ici, vous en avez un même texte en caractères, qui peut se lire en mandarin, qui peut se lire avec une prononciation cantonaise, et qui pourrait d'ailleurs se lire, si on avait envie, ce serait pas très logique par rapport au contexte d'écriture, mais qui pourrait se lire avec une prononciation taïwanaise. Et donc c'est intéressant quand on vient travailler sur la poésie, en particulier dans le contexte hongkongais, ou pour la poésie, par exemple, qui serait écrite par un poète taïwanais taïwanophone, ce serait de se dire, tiens, quels sont les jeux, les jeux sur les sons que le poète mobilise, par exemple, qui existe en mandarin, qui n'existe pas en cantonais, vice-versa. Ouais. Et donc c'est vrai que quand j'ai travaillé à la traduction de ce poème, je me suis toujours amusée à travailler avec les deux, et pour voir où étaient les décalages. Alors vous voyez que, par exemple, i qui veut dire un, c'est toujours igat. D'accord. Et donc il y a des choses qui se ressemblent un peu, mais c'est plus différent que le français et l'italien. Moi, je vais vous le lire en mandarin, et puis comme ma prononciation en cantonais est quand même pas terrible, il y a une très très belle version qui a été mise en scène de ce poème, qui est finalement un jeu, on va y revenir, de questions d'enfants,
avec une dame et une petite fille, et qui est une très très belle version lue en cantonais avec un degré de jeu d'acteur que je ne saurais probablement pas égaler, donc je préfère la laisser telle qu'elle. Alors, 可不可以说一枚白菜，一块鸡蛋，一只葱，一个胡椒粉，可不可以说一架飞鹰，一管椰子树，一顶太阳，一把豆粥鱼，可不可以说一株柠檬茶，一双大力水手，一吨雪糕苏打，一亩阿华田，可不可以说一朵雨伞，一束雪花，一瓶银河，一葫芦宇宙，可不可以说一位蚂蚁，一名乐章，一家猪猡，一窝英雄，可不可以说一头殉道主人，一只七神巡案，一匹将军，一位皇帝，可不可以说龙颜吉祥，龙须藤万岁万岁万万岁。可不可以說一枚白菜，一塊雞蛋，一隻葱，一個胡椒粉。可不可以說一架飛鳥，一管椰子樹，一頂太陽，一巴豆罩魚？可不可以說一株檸檬茶，一雙大力水手，一頓雪糕蘇打，一畝歐華田？可不可以說一朵雨傘，一束雪花，一瓶銀河，一葫蘆宇宙？可不可以說一圍埋，一名曱甴，一家豬猡，一窩英雄？可不可以說一頭訓導主任，一隻七省巡按，一隻七省巡按，一匹將軍，一位皇帝？可不可以說龍眼吉祥，龍鬚糖，萬歲萬歲萬萬歲。Dis, ça se dit? Dis, ça se dit? Un bout de chou, une part de tarte, une frimousse d'ail, une particule de poivre. Dis, ça se dit? Un fuselage d'aigle, un jus de cocotier, un crayon de soleil, une manne de giboulée. Dis, ça se dit? Une brutasse de théier au citron, une épinardée de Popeye, une dégelée de soda à la crème glacée, une chiquenaude de chicorée. Dis, ça se dit? Une floraison de parapluie, un blizzard de perce-neige, une bouteille de voie lactée au cou fin de l'univers. Dis, ça se dit? Une impératrice des fourmis, un calife des cafards, une coterie de cochons, une couvée de héros. Dis, ça se dit? Une parade de proviseurs, une colonie d'inspecteurs de province, un troupeau de généraux, un poisson épais d'empereur. Dis, ça se dit? Un long âne au bon œil et à la barbe du dragon. Longue, longue, longue vie au roi poisson.
La raison pour laquelle j'ai choisi le poème, pour continuer un petit peu de dérouler sur ce qui peut poser problème en fait en traduction quand on traduit du chinois, c'est que tout le jeu du poème et tout repose sur une catégorie lexicale qui n'existe pas en français. C'est-à-dire que en français, par exemple, on a par exemple la catégorie de l'eau. Et on va dire une goutte d'eau, ou un verre d'eau, ou une piscine d'eau. Et ça va être des manières de quantifier le terme eau. C'est quelque chose qui n'existe en français que souvent pour ce qu'en anglais on appelle uncountable. Donc le sable, les liquides, ce genre de choses. En chinois, et dans d'autres langues d'ailleurs, il y a une catégorie supplémentaire de mots qui se met toujours entre le déterminant et le nom commun, qui est ce qu'on appelle un classificateur. Ça veut dire qu'en chinois, on ne peut pas dire une personne. On ne va jamais avoir le nombre et puis le nom commun. Ouais. On va toujours avoir l'équivalent entre deux de quand on dit une goutte d'eau, un verre d'eau, un vase d'eau. Pour toutes les catégories de mots. Et donc, par exemple, ren, une personne, c'est i, c'est un. D'ailleurs, c'est ce caractère-là qui est juste une petite barre qui commence quasiment chaque vers du poème, à part le vers qui revient, qui est krepukoisho, qui veut dire est-ce que ça se dit ou non, krepukoisho, que je traduis par dit, ça se dit, pour avoir cet effet de répétition. Et alors après, c'est un ceci, un cela, tous les vers. Mais tout le jeu de Sissi, ici dans ce poème, c'est d'attribuer chaque fois à chaque nom la mauvaise catégorie de classificateur, comme un enfant qui apprendrait à parler et qui dirait, au lieu de dire une goutte d'eau, qui dirait une boute d'eau. Ou un bout d'eau, par exemple, au lieu d'une goutte d'eau. Et en fait, l'enfant qui apprend à parler va se tromper chaque fois et va chaque fois employer des classificateurs qui existent, mais qui sont pas les bons pour les noms qui sont employés et qui vont, en fait, et c'est tout l'objet du poème, poser la question de nos relations sociales et de ce qu'elles font. Et de, tiens, comment est-ce qu'on conçoit les ensembles de gens, ou les ensembles d'animaux, les ensembles de choses, et qu'est-ce que ça fait à la manière dont on pense le collectif, le social, les rapports sociaux. Et donc, c'était tout l'enjeu de ce poème-là, parce qu'à la fois, c'est un poème qui doit être extrêmement naïf, un peu maman, pourquoi le ciel est bleu ? C'est de ça qu'on part. Et puis à la fois, par exemple, un vers que j'adore, c'est le Iwei Huangdi. Et ici, on revient sur cette question du jeu, sur les tons. Le classificateur normal qui est utilisé pour les personnes de manière polie, pour dire une personne avec un classificateur mais en la respectant, c'est ouais au quatrième ton. C'est le classificateur poli qui a trait aux personnes. Ici, ce qui est génial dans le poème, c'est que l'enfant se trompe et dit i ouais au troisième ton. Ouais au troisième ton, c'est une queue. Et donc, au lieu de un empereur en le respectant, c'est une queue d'empereur. C'est ça, l'enfant se trompe parce que c'est proche. Parfois, il se trompe aussi parce que c'est pas intuitif. Par exemple, où est-ce qu'il est ? Ici, il inverse, par exemple, pour les parapluies. Comme c'est un groupe de parapluies, il va se tromper et employer pour plusieurs parapluies le même classificateur qui est employé pour les fleurs dans les bouquets de fleurs. Et d'un point de vue imaginaire, c'est logique. En soi, c'est la même forme. Et donc, c'est un poème qui décale tout le temps de, finalement, quelle catégorie, qui pose la question de pourquoi on envisage les choses telles qu'elles sont, du point de vue d'un enfant, et puis à la fin, avec des questions sociales un peu dures, genre les empereurs, les inspecteurs, genre tout le pouvoir politique. Et le poème se termine par ce slogan qui est la manière de dire longue vie, dont on disait longue vie aux empereurs et dont on scandait longue vie à Mao Tse-tung pendant la révolution culturelle. Et donc le poème démarre à partir de choses très naïves et puis vient poser en fait les hiérarchies sociales. Donc voilà, c'est le genre de choses, c'est pour ça que j'aime bien Sissi, c'est des choses qui paraissent naïves et puis qui en fait posent plein de questions à la fois linguistiques et à la fois politiques,
tout de suite. J'espère que ce voyage en Chine vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire sur votre plateforme d'écoute et à partager l'épisode autour de vous. C'était donc le 10e épisode de Langue à Langue, avec la traductrice du chinois, Coraline Jortet. Je la remercie infiniment de s'être prêtée si généreusement au jeu de l'interview et d'avoir accepté de commenter l'une de ses traductions, dont je vous rappelle le titre. Il s'agit du poème « Dis, ça se dit » de Sissi, paru en français en 2022 dans le hors-série Hong Kong de la revue Gentayou. Vous pouvez retrouver les extraits en chinois et en français sur le site languealangue.com. La version en cantonais est extraite du documentaire The Inspired Island My City, réalisé en 2015 par le réalisateur hongkongais Fruits Chan et qui retrace la carrière de Sissi. Langue à Langue est un podcast de Margot Grélier, c'est moi. L'identité sonore et graphique sont signés Studio Pile et le montage-mixage a été réalisé par Nathan Lhuillier de la Cabine Rouge. Merci à eux. Merci aussi à Anne Marsalex qui m'a gentiment logée pendant mon séjour à Bruxelles et à Christophe Huette qui nous a mis en relation. Et puis merci à vous, les auditeurs et auditrices de Langue à Langue. Le podcast prend maintenant une petite pause estivale, mais restez à l'affût car on se retrouve dans quelques mois pour de nouveaux épisodes. D'ici là, n'hésitez pas à suivre les pages Facebook et Instagram du podcast, abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée, laissez-nous des petites étoiles et parlez-en à tout le monde autour de vous. À bientôt et comme on dit en chinois, 再见!